Merci beaucoup, monsieur le professeur. La parole est à vous. Monsieur le Président, je vous remercie. Est-ce que le micro fonctionne là, c'est bon? Parfait, vous m'entendez bien. Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Je suis très honoré d'être assis à la place où était assis Marcel Boiteux hier soir. J'imagine que c'est la même salle. J'ai assisté à son audition par télé. Je trouvais que c'était remarquable. C'est un grand honneur pour moi d'être assis dans la même chaise que lui. Alors, bon, vous avez fait une présentation de mes travaux. Il y a 4 points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention dans cette introduction. Le premier point, c'est sur la question que vous avez soulevée à propos de l'AREN et des tarifs réglementés de vente. Et là, la perspective de l'économie, c'est qu'on n'a plus besoin ni de l'AREN ni des tarifs réglementés de vente. Donc, à votre question, est-ce que c'est provisoire? La réponse est oui, et d'ailleurs, c'est le moment d'arrêter. Donc ça, c'est la perspective de l'économiste. Deuxième question, dont vous ne m'avez pas parlé, mais qui me semble être essentielle pour l'avenir de l'industrie électrique en France, c'est le rôle et l'indépendance de la CRE. Je pense qu'il faut renforcer le rôle et l'indépendance de la CRE. Et il y a des arguments pour ça. Et je pense que ça, pour le coup, ça réduirait la facture pour les clients. Troisième point, les effacements. Alors les effacements, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que c'est réellement une façon nouvelle de gérer la pointe dans les systèmes électriques, donc c'est un sujet important. Malheureusement, les derniers textes sur l'effacement, en particulier l'article 46B de la loi de transition énergétique, ou 46 bis, je crois, crée une subvention qui est complètement injustifiée et qui est indue aux opérateurs d'effacement, ce qui, vous pouvez l'imaginer, pose un problème à l'économiste que je suis. Je parlerai aussi de la gouvernance du réseau de distribution et des ENR dans ces remarques liminaires, mais j'imagine que vous aurez beaucoup de questions à me poser sur le sujet. Alors, premier point, pourquoi on n'a pas besoin de tarifs réglementés? Il faut repartir à l'envers, c'est pourquoi on avait besoin de tarifs réglementés. On a besoin de tarifs réglementés pour 2 raisons. 1, pour protéger les consommateurs, mais 2 aussi pour protéger les investisseurs. Donc protéger les consommateurs, tout le monde comprend, vous avez un monopole. Le monopole, comme il n'a pas de concurrence, il peut fixer le prix qu'il veut. Donc la puissance publique fixe un tarif qui permet de couvrir les coûts du monopole, mais qui permet de protéger les consommateurs contre des prix trop élevés. Donc ça, tout le monde comprend bien. Important aussi de comprendre que les tarifs réglementés protègent l'investisseur. Vous envisagez d'investir dans une infrastructure, donc une infrastructure, ça dure 40 ans. Vous avez besoin d'avoir des revenus sur 40 ans pour permettre de rembourser votre investissement et de rémunérer votre investissement. Donc les tarifs réglementés, si vous voulez, c'est une promesse que fait la collectivité aux investisseurs que durant les 40 ans de durée de vie de l'infrastructure, leurs revenus leur permettront de couvrir les coûts. Donc c'est un engagement à long terme. Et on peut bien imaginer que plus cet engagement est solide, plus il est robuste, plus l'organisme qui est responsable de mettre en œuvre cet engagement a de la visibilité, plus il peut s'engager dans le temps, plus les investisseurs vont être rassurés, plus bas va être le rendement qu'ils vont demander pour faire l'investissement, et donc plus bas va être le coût pour la société. Donc on voit bien ici tout de suite le lien entre la gouvernance, en particulier la stabilité des conditions tarifaires, et le coût pour la société. Donc ça, c'est pourquoi on a besoin d'un tarif. Alors, quand vous regardez le paysage économique français, pour la distribution et le transport, ce sont des monopoles, et ça restera des monopoles, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais qu'un seul réseau de transport en France, et il n'y aura jamais qu'un seul réseau de distribution par ville, ce qui ne veut pas dire qu'il sera toujours opéré par ERDF, mais se dire qu'il n'y aura jamais deux jeux de fils qui iront dans les maisons des gens. Donc ça sera des monopoles, et donc eux seront régulés. Moi, la théorie économique suggère qu'ils soient régulés ad vitam aeternam selon des formules dont on pourra parler. En revanche, pour la production et la commercialisation d'électricité, les deux arguments justifiant la régulation ne sont plus présents aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la production d'électricité, à l'échelle européenne, aujourd'hui, c'est une activité concurrentielle. Donc, EDF est un gros acteur en France, EDF est un gros acteur sur la plaque européenne, mais EDF n'est pas le seul acteur sur la plaque européenne. Donc il existe un prix de marché qui est déterminé sur la plaque européenne par l'équilibre de l'offre et de la demande. Et donc les consommateurs n'ont plus besoin d'un tarif pour les protéger, pour s'assurer que les prix de marché reflètent les coûts.
De la même façon, pour la commercialisation d'électricité, la commercialisation d'électricité est une activité commerciale, c'est une activité concurrentielle. On a dans d'autres pays que la France des dizaines de commercialisateurs qui sont en concurrence. Donc de la même façon, il n'y a pas besoin de protéger les consommateurs contre un monopole, puisqu'il n'y a plus de monopole dans la commercialisation d'électricité. Alors vous allez me dire, oui, mais quid de l'investisseur? Vous le savez comme moi, vous le savez bien mieux que moi, le parc nucléaire français est amorti. Donc autant il était justifié d'investir dans un tarif, de promettre un tarif à l'investisseur dans les années 70-80 lorsqu'on a bâti le parc nucléaire, puisqu'il y a quand même eu des investissements extrêmement importants, autant aujourd'hui il n'y a plus de justification économique pour un tarif sur la production et la commercialisation d'électricité. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, l'Arenh. Alors l'Arenh, pareil, il faut peut-être un peu revenir au principe. Quel était le problème de l'Arenh? Donc en 2007-2008, la France a un problème d'aide d'État. C'est-à-dire que les consommateurs d'électricité, dans leur facture d'électricité, payent le ruban. Alors je suppose que vous savez tout ce que c'est que le ruban, c'est le mégawatt pendant toutes les heures. Donc, bon, ils payent leur ruban à peu près 35 € du mégawattheure. Alors, comment on calcule ça? En soustrayant les coûts de commercialisation, les coûts de transport aux tarifs réglementés de vente. Vous arrivez en moyenne, alors ça dépend, il y a des tarifs jaunes, verts, bleus, machin, bref, bon, vous arrivez à 35 € du mégawattheure. De l'autre côté, le prix de marché du même ruban, c'est 55 € du mégawattheure. Donc les consommateurs français. Alors ça, c'est des ordres de grandeur, on peut débattre, est-ce que 35, c'est pour tous les clients, etc. Mais en gros, c'est des ordres de grandeur. Donc, la EDF étant une entreprise publique, possédée à 85% par l'État, ça veut dire que l'État français, par EDF, subventionne ces industriels en leur vendant de l'électricité à 35 € le mégawattheure, alors qu'elle vaudrait 55 € le mégawattheure sur les marchés. Donc là, il y a un problème d'aide d'État, et on n'a pas le droit, vous le savez mieux que moi, les traités européens auxquels la France est engagée nous interdisent de faire ça. Et d'autre part, comme la valeur de marché de l'électricité est à 55, alors que les clients l'achètent à 35, aucun fournisseur alternatif ne peut intervenir. Fabien Chaunet s'en est plaint longuement lors de son audition, il a eu raison. POEO a été obligé de fermer ses portes en faillite, parce qu'effectivement, si vous achetez à 55 quelque chose que les clients peuvent acheter ailleurs à 35, donc si vous avez acheté à 55 pour vendre à 35, ça ne va pas marcher. Donc il y avait un deuxième problème, qui était un problème que on ne pouvait pas rentrer dans le marché de commercialisation. Alors, la solution économique rationnelle, si vous m'aviez demandé il y a 5 ans ce qu'il faut faire, j'aurais dit, il n'y a pas de problème, vous supprimez les tarifs réglementés de vente, le prix de l'électricité monte à 55, et du coup, vous allez voir, vous allez régler votre problème. Alors ça, ce n'était pas possible pour des raisons politiques tout à fait évidentes en 2008-2009, et donc on a inventé ce concept exceptionnellement intelligent qui est l'Arenh, qui est un peu résoudre la quadrature du cercle. Donc il fallait autoriser la concurrence sans faire monter les tarifs, etc. Et donc Paul Chamsor est arrivé avec ce concept qui dit l'électricité nucléaire, finalement, le parc nucléaire historique, et je crois d'ailleurs que c'est l'Assemblée qui a rajouté le terme historique, et je trouve que c'est très très juste, le nucléaire historique, il faut le vendre à des tarifs réglementés aux consommateurs, aux concurrents, de façon à ce qu'eux puissent rentrer sur le marché et offrir de l'énergie aux clients. Donc ça va régler notre deuxième problème, qui est un problème de concurrence sur le marché de détail. Et si l'Arenh monte progressivement pour rejoindre le prix de marché, ça va régler notre premier problème, qui était un problème d'aide d'État. Bon. Ça, c'était la logique à l'époque. L'Arenh a été fixée par le gouvernement à 40 € par mégawattheure le 1er juillet 2011. Elle est montée à 42 € le 1er janvier 2012. L'économiste que je suis ne peut que déplorer le processus par lequel l'Arenh a été fixée, puisque c'était une décision politique et non pas une décision économique. Donc les économistes, on se plaint toujours quand ce n'est pas l'économie qui gagne, jusqu'à là c'est normal. Mais vraiment, c'était un problème de gouvernance. Ça n'a pas été fait d'une façon très correcte. Bon, bref. Donc on fixe l'Arenh à 42. Et donc, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, coup de chance, les prix de marché tombent à 42. Il me semble que Philippe Ladoucette vous l'a dit lors de son audition, que les prix de marché sont aujourd'hui au niveau de l'Arenh. Donc la bonne nouvelle, on avait un dispositif transitoire qui devait durer jusqu'à ce que le prix de marché arrive à peu près à l'Arenh. On pensait que c'est l'Arenh qui allait monter au niveau du prix de marché, c'est le prix de marché qui a baissé, on est arrivé à l'équilibre, ça s'arrête, donc on peut arrêter l'Arenh demain matin.
en ce moment, c'est encore plus important parce que les chiffres qui circulent, alors là vous le savez mieux que moi parce que vous suivez ça beaucoup plus près que moi, mais ce que j'entends dire en lisant la presse, etc., c'est qu'on parle d'une arène à 44-46. Alors si vous avez une arène à 44-46, alors que le prix de marché était 42 à 40 et 42-43, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les fournisseurs alternatifs vont aller acheter l'électricité, ils vont aller acheter leur ruban à 42-43 et ils vont le revendre aux consommateurs autour du tarif, puisqu'il va se caler juste en dessous du tarif, donc ils vont le revendre à 46 aux consommateurs. Donc si vous avez, maintenant que vous avez plongé l'économie dans une économie de marché avec un prix de marché, si vous avez l'arène au-dessus du prix de marché, vous donnez un avantage aux fournisseurs alternatifs. Si vous avez l'arène en dessous du prix de marché, ben pour le coup, là, vous donnez une subvention aux consommateurs, et aux clients, et donc c'est pas tenable. Donc tout ça pour montrer que l'arène, c'est le moment d'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La recommandation de l'économiste est très à l'avantage de la simplicité. Bon, premièrement, on arrête l'arène. Deuxièmement, on arrête les TRV, donc on arrête le tarif bleu, puisque le tarif vert et jaune vont disparaître de toute façon le 1er janvier 2016, je crois. Et vous demandez à la Commission de régulation de l'énergie de déterminer une offre par défaut. Alors l'offre par défaut, ça s'est vu dans beaucoup de pays. Ce que la Commission de l'énergie fait, c'est qu'elle dit, vous avez, pour les clients qui ne veulent pas changer de fournisseur. Par exemple, mes parents. Les parents, ils ont 80 ans, ils ne vont pas changer de fournisseur. Donc c'est sûr qu'ils vont vouloir quelque chose de très simple. Donc on leur dit, on va calculer une offre par défaut. Ce n'est pas un tarif, c'est une offre par défaut. On empile le TURP, la valeur de marché des mégawattheures, les taxes, éventuellement une prime de capacité. Ça vous fait votre offre par défaut. Et ça, c'est ce que EDF, calculé par la CRE, c'est ce que EDF doit fournir aux consommateurs qui ne veulent pas changer. Alors ça, c'est un mécanisme qui est très simple. C'est un gros avantage, c'est que ça dépolitise le prix de l'électricité, donc on n'a plus toutes ces émotions à chaque fois que le prix de l'électricité change, puisque la formule est transparente, elle est comprise par tous. Ça est une architecture qui est cohérente. C'est cohérent parce que EDF a le choix soit de vendre ses mégawattheures par défaut, soit de les vendre sur le marché de gros, mais là, il n'y a plus d'arbitrage, puisque le prix par défaut est calculé à partir de la moyenne des prix de gros, c'est équilibré, donc il n'y a plus d'arbitrage. C'est une architecture qui est vertueuse, parce que là, les fournisseurs, pour qu'ils aillent chercher des clients, il faut qu'ils aient une offre qui soit meilleure que l'offre de base. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils accompagnent mieux leurs clients, ou bien en offrant des coûts de commercialisation plus faibles, ou bien en faisant des offres qui correspondent mieux à leurs besoins. Donc, par exemple, on pourrait enfin imaginer que les offres qui sont faites pour les gens qui ont des résidences secondaires ne sont pas les mêmes que les offres qui sont faites pour les gens qui ont des résidences principales. On pourrait imaginer que les offres qui sont faites pour les gens du Nord, alors le président Boiteux vous racontait hier l'histoire, je ne sais pas quoi, des machins dans le Nord, et les gens du Sud ne sont pas les mêmes. Donc là, pour le coup, on va avoir une vraie concurrence sur le marché de la fourniture, et une concurrence qui va être par l'innovation. Donc la première réponse à votre question en ce qui concerne le TURP et l'AREN, c'est l'AREN, il faut arrêter, le TRV, il faut arrêter, le TURP, en revanche, ça va continuer. Alors, deuxième point, le rôle et l'indépendance de la Commission de l'énergie. Alors ça, c'est extrêmement important et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, donc je suis désolé, je sais que ce n'était pas dans les questions que vous m'avez posées à l'origine, mais je pense que c'est suffisamment important pour pour prendre 5 minutes de votre temps là-dessus. Ce qui est important, c'est-à-dire si on a plus la Commission de régulation de l'énergie est indépendante, plus le tarif va être prévisible et lisible, et moins les coûts seront élevés pour la collectivité. Et ça, c'est un fait avéré. Alors, quand j'en ai parlé à Jean Tirole, quand j'ai dit à Jean que je venais pour l'audition, il m'a dit « Ah oui, il faut absolument que tu leur dises ça. » Et d'ailleurs, tu peux citer le papier Maskin-Tirole, American Economic Review, 1987. Alors, je vous déconseille de lire le papier Maskin-Tirole. Maskin a eu aussi un prix Nobel d'économie, c'était le directeur de thèse de Jean, donc il y a 2 prix Nobel d'économie qui vous confirment l'histoire que je vous raconte, que plus le régulateur est indépendant, moins on a des coûts pour la société. Donc ça, c'est prouvé théoriquement, et en plus on le voit bien empiriquement, on le voit dans les pays où on a des régulateurs indépendants. Et la logique est très simple, il n'y a pas besoin de lire le papier de Maskin-Tirole, même s'il est très bien, mais pas besoin. La logique est très simple. Le temps de l'investissement, c'est le temps long. Quand on investit dans des infrastructures, c'est sur 40 ans. Le temps du politique, c'est le temps court. On peut prendre le problème dans tous les sens. Non, mais c'est ça. Et donc, c'est normal. Moi, j'habite à côté de Sivins. Il se trouve que j'habite à côté du barrage de Sivins. Je vais faire du vélo par là-bas. Ben, je peux vous garantir que je vois bien à quel point le temps du politique s'accélère. C'est normal, vous êtes là pour répondre aux attentes de la population. Donc, vous avez un temps court. Les investisseurs, c'est du temps long. Et donc, si
c'est les politiques qui décident des tarifs. Vous décidez à votre échelle de temps qui est du temps court, donc ça crée un risque politique, donc ça augmente le coût pour la société. Ça, c'est standard. Donc, il faut une indépendance des commissions de régulation. Et si vous voulez, c'est un peu la même logique que celle qui a fait qu'on a conduit à l'indépendance des banques centrales. C'est les mêmes mouvements. Alors, en France, on est au milieu du gué. On a une commission de régulation de l'énergie qui est plus ou moins indépendante, mais c'est sur le plus ou moins que j'aimerais insister. Le budget de la commission de régulation de l'énergie est déterminé par la loi de finances. Donc, ça veut dire que le président de la commission doit venir chaque année quémander son budget. Donc, est-ce qu'il est vraiment indépendant? C'est bon, j'ai convaincu tout le monde. Je ne peux pas appeler que j'en fasse plus. Non, mais c'est vraiment important. OK. Donc, d'autre part, donc ça, c'est sur la partie indépendance. Sur la partie pouvoir de la CRE a des pouvoirs très limités, par exemple. Et ce qui était frappant dans l'audition du président Ladoucette, c'est qu'il dit on a compris pourquoi les coûts d'EDF augmentaient. Bon, c'est bien ça. Mais ce qu'on aimerait, c'est que la CRE aille voir EDF en leur disant, écoutez, vos coûts augmentent, c'est bien joli tout ça, mais nous, on a comparé vos coûts avec le coût des voisins, et on aimerait que vous serriez un peu les vis pour pas que les coûts explosent. C'est ça ce qu'on attend d'une commission de régulation, c'est qu'elle soit indépendante et qu'elle dise à EDF, ou à tous les opérateurs régulés d'ailleurs, vos coûts augmentent, on comprend, il y a des charges dont on comprend l'augmentation, mais quand on compare avec les autres, on ne comprend pas pourquoi, je vais prendre des exemples qui ne sont pas forcément très bons, on ne comprend pas pourquoi un poste de transformation, c'est 100, ça coûte 100 dans le nord et 80 dans le sud. On ne comprend pas pourquoi, pour poser 1 kilomètre de ligne, ça vous coûte 200 dans le Tarn et 300 dans Paris. Expliquez-nous. Et donc, faites baisser vos coûts. Et c'est ça qu'on attend d'une commission de régulation. Et aujourd'hui, les textes ne donnent pas à la CRE cette possibilité de rentrer dans les coûts de RDF et d'EDF en général. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va mettre de l'efficacité dans le système. Et c'est quelque chose qui, d'après moi, je ne suis pas un politique, moi je suis un prof de fac, j'ai l'impression que c'est une décision technique qui ne va pas soulever des passions. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, qui ne doit pas coûter très cher politiquement, mais qui aura un impact énorme. Alors, les effacements. Troisième question que vous m'avez posée sur les effacements. Alors, les effacements, c'est très important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que quand vous regardez un système électrique, historiquement, donc le président Boiteux l'a bien rappelé, le problème du système électrique, c'est la pointe. Donc la pointe, ça veut dire, si vous voulez, la distribution des demandes dans un système électrique, ça ressemble un peu à la distribution des revenus dans les travaux de Thomas Piketty. Vous avez tous lu, vous avez vu le travaux de Thomas Piketty, c'est-à-dire qu'il dit que les plus riches sont beaucoup plus riches que les un peu moins riches. Ben, la demande d'électricité, c'est pareil. C'est-à-dire quand vous regardez la demande d'électricité pendant les 1% d'heures où la demande est la plus élevée, elle est bien plus élevée que la demande d'électricité pendant les 5% d'heures où la demande est plus élevée, qui est bien plus élevée que pendant les 10% d'heures pendant lesquelles la demande est plus élevée. Donc vous avez quelque chose qui est très pointu. Donc ça, c'est une particularité de la consommation électrique, c'est très pointu. Alors comment on fait? Ben, historiquement, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils mettaient une centrale de pointe, donc il y a une demande en pointe qui est pointue, il y a une centrale de pointe qui tourne très peu d'heures par an. Donc ça tourne une centaine, 200 heures par an. Parfois ça tourne un peu quand il fait froid, quand on a un hiver chaud, ça ne tourne pas. Mais c'est comme ça qu'on gérait, on mettait juste une machine pour gérer cette pointe. Alors, avec les technologies de l'information, on va faire quelque chose de plus intelligent. On va faire quelque chose de plus économique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une moyenne pointe qui va produire pendant 100 heures, on peut dire au consommateur, ben, pendant ces 100 heures-là, vous allez réduire votre consommation. Et ça, c'est possible parce qu'on a des technologies d'information, qu'on peut envoyer les signaux, etc., etc. Et donc ça, c'est une façon nouvelle de gérer la pointe. Et c'est d'autant plus important que quand on ajoute des énergies renouvelables dont la production est variable, des situations de tension entre l'offre et la demande peuvent être plus fréquentes. Et donc, cette capacité de gérer des situations de tension devient encore plus importante. Alors, c'est quelque chose, encore une fois, qui va être, je pense, ça va être dans le futur de l'industrie électrique, ça va être vraiment important. Alors, le problème, c'est que l'économique de l'effacement est c'est un peu confus. Alors, pour comprendre ça, il faut reprendre une transaction d'effacement, c'est quoi? La transaction d'effacement, c'est j'achète 100 MW à mon fournisseur, soit je décide de les consommer, je les paye, soit je décide de n'en consommer que 80 et j'en revends 20 sur le marché, d'accord? Mais de toute façon, que je les consomme tous les 100 ou que je n'en consomme que 80 et que j'en vende 20, je dois payer les 100 que j'ai achetés. Parce que je n'ai pas le droit de revendre 20 MW si je ne les ai pas achetés. Donc, quelle que soit l'utilisation que je fais des mégawatts, que ce soit chez moi pour allumer mes lumières ou pour les revendre sur le marché, il faut que je les achète avant de voir le droit de les revendre. Et donc, il faut que je paye 100 MW à mon fournisseur. Et ça, depuis le début,
en France, mais aussi aux États-Unis, ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été clair parce qu'il y a une confusion entre les mégawatts livrés et les mégawatts vendus. La transaction économique, c'est vous me vendez 100 mégawatts, donc je vous achète 100 mégawatts, j'en consomme 80, je les revends 20. Mais effectivement, vous ne me livrez que 80 mégawatts, puisqu'il y en a 20 que je revends. Et donc, il y a un peu de confusion qui a probablement été un peu entretenue, qui dit, ben non, finalement, comme vous ne m'avez vendu que 80 mégawatts, je ne vous en dois que 80. Mais ce n'est pas vrai, parce que vous m'en avez livré, vous m'en avez vendu 100, vous m'en avez livré 80, et il y en a 20 que j'ai revendus, mais vous m'en avez bien vendu 100, donc je vous en dois 100. Et il y a une confusion en France, aux États-Unis, sur ces points-là, mais je pense que l'économique est vraiment très claire. Alors, l'article 46B. L'article 46B, il y a 3 erreurs d'appréciation économique dans cet article-là. Alors, le premier, c'est qu'il autorise l'opérateur... Alors, je suis désolé, ça fait un peu prof de fac qui corrige une copie, mais j'imagine que c'est pour ça que vous m'avez demandé de venir. Donc, je fais prof de fac qui corrige une copie. Et je suis navré, je me rends bien compte, je ne pourrais pas faire votre métier, je vous le dis tout de suite. Pardon ? Non, mais je sais que c'est compliqué ce que vous faites. Moi, je suis prof à la fac, je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Donc, je le dis avec beaucoup d'humilité. Hein, Donc, il y a 3 erreurs d'appréciation. Donc, le premier, c'est l'histoire que l'opérateur d'effacement a le droit de vendre au nom de son client de l'énergie qu'il n'a pas payée. C'est même pire que ça, si j'ai bien compris l'article. L'opérateur d'effacement a le droit de se faire payer par la collectivité l'énergie qu'il revend. Une partie de cette énergie qu'il revend, il a le droit de se la faire payer par la collectivité. Alors, pour prendre une analogie, supposons que dans les couloirs de l'Assemblée, il y ait quelqu'un qui a une audition et qui a besoin d'une cravate. Donc il a vraiment besoin d'une cravate, il est prêt à payer 500 € pour la cravate. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vendre une cravate pour 150 €. Ce que je fais, c'est que je vous demande 10 € à tous, la loi m'y autorise, je prends 10 € à chacun d'entre vous, je vais acheter la cravate chez le monsieur qui me la vend à 150, et je vais la revendre au monsieur qui la veut à 500. L'article 46B, c'est ça. Je vous prends de l'argent à tous, j'achète la cravate, je suis l'opérateur d'effacement, et je la revends à 500. Pardon ? Non, mais j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Non, on va vous laisser, monsieur le professeur, c'est à vous la parole, on vous laisse continuer. Merci. D'accord. Oui, tout à fait, merci. Donc ça, on voit bien que ça ne peut pas marcher. Alors ensuite, il y a un problème dans l'article 46B, c'est qu'il confond l'effacement et l'économie d'énergie. L'effacement, c'est un outil de gestion de pointe. L'effacement, c'est à la pointe. Si vous gérez la pointe, ça vous permet de remplacer des centrales de pointe. L'économie d'énergie, qui est très importante aussi, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre ou moins important, c'est deux objets différents. L'économie d'énergie, c'est vous réduisez l'ensemble des mégawattheures qui sont consommés dans le système, vous réduisez l'ensemble de la demande, et donc ça se substitue à l'ensemble des moyens de production. Donc ce sont 2 outils différents. Donc quand on dit, oui mais vous comprenez, il y a des effacements vertueux et des effacements pas vertueux, d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. S'il est 19 h un vendredi en février, ou un jour de semaine en février, à 19 h, c'est le moment où on a le plus de demandes sur le système électrique. Si, mettons que les conditions sont tendues, le prix de l'énergie sur le marché est à 2000 € du mégawattheure. Bon. S'il y a quelqu'un qui retire de l'énergie, c'est-à-dire qui arrête de consommer, c'est-à-dire qui réduit son sous-tirage, un utilisateur qui réduit son sous-tirage, donc qui rend 1 mégawattheure au système. Ce mégawattheure, il vaut 2000 €. Tu sais, ça s'arrête là. Le mégawattheure, il vaut 2000 €. Après que le consommateur n'utilise pas l'énergie, donc il fasse une réelle économie d'énergie, donc qui ne consomme pas, qu'il reporte sa consommation le soir, à 3 h du matin, où l'énergie coûte pas cher, qu'il a un moteur diesel pour remplir sa centrale, à partir du moment où les externalités associées au moteur diesel, les émissions de carbone, etc., sont prises en compte par une taxe carbone, d'un point de vue économique, ça n'a aucun impact. Il y a un mégawatt qui vaut 2000 €, vous arrêtez de soutirer, donc vous rendez 2000 € au système, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas d'effacement vertueux ou pas. Le problème de l'économie d'énergie, c'est un vrai problème, mais qui doit être traité différemment. Troisième erreur que reprend l'article 46B, qui est une vieille erreur qui date d'avant, qui est de dire, oui, mais il y a des externalités positives qui sont créées par les effacements. Ça encore, d'un point de vue économique, c'est pas vrai. Tous les effets sont dans le prix. Si vous me dites, oui, mais vous comprenez, si on a de l'effacement, on ne va pas faire partir une centrale au charbon, donc on va économiser du CO2. Ah, ben, c'est vrai, mais si vous avez un prix du CO2 payé par le producteur de charbon qui reflète la valeur économique du CO2, il n'y a pas besoin de donner quelque chose en plus, c'est déjà dans les 2000 € du mégawattheure, puisque lui, comme il doit acheter ses crédits,
il prend son prix du CO2, il le met dans son prix de 2000 €, donc il n'y a pas d'externalité supplémentaire. Et ça, c'était déjà dans les textes précédents. Donc là, dans cet article 46b, il y a des subventions qui n'ont pas raison d'être et qui sont payées par la collectivité aux opérateurs d'effacement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a quand même envie d'avoir les effacements. On se dit, c'est sympa d'avoir des effacements. Alors la question, c'est comment encourager les effacements? Alors pour répondre à cette question, il faut en poser une autre, c'est pourquoi on veut encourager les effacements? Vous voulez encourager les effacements pour avoir moins de centrales de pointe. Hein? Deux façons de gérer la pointe, ou bien on met des centrales qui ne vont pas tourner souvent, ou bien on demande aux clients de s'effacer. Donc en gros, les centrales de pointe et les effacements sont des biens qu'on appelle des substituts en économie. C'est-à-dire que c'est ou l'un ou l'autre. C'est comme les ceintures et les bretelles. C'est-à-dire que si vous avez une ceinture, si vous avez besoin de tenir votre pantalon, si vous n'avez ni ceinture ni bretelle, vous êtes prêt à payer très cher pour la ceinture ou les bretelles, mais une fois que vous avez la ceinture, vous allez payer moins cher pour les bretelles. Les biens sont substituts. Je suis dans les exemples un peu vestimentaires aujourd'hui, je suis désolé. Donc, ceinture et bretelles. Alors, en ce moment, on a un marché de capacité. Donc, on est en train de mettre en œuvre un mécanisme de capacité. Il y a des piles de documents qui circulent, qui sont produits par le RTE, qui vont mettre en œuvre un marché de capacité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va financer des moyens de capacité de pointe. Donc, on va financer des centrales de pointe. Donc, par définition, à partir du moment où on finance des centrales de pointe, on diminue la valeur économique des effacements et donc on rend plus difficile l'émergence d'un modèle économique de l'effacement. Donc, ce qu'on voit en ce moment qui arrive, c'est qu'on va financer, dans mon tarif, je vais avoir un marché de capacité à payer, donc je vais financer les ceintures d'un côté. Comme je finance les ceintures, les bretelles ne gagnent plus d'argent, donc vous allez me demander de subventionner les fabricants de bretelles. C'est pas possible, ça. Donc il faut choisir. Et les deux possibilités sont légitimes. Vous pouvez très bien dire, nous, on veut des moyens de production de pointe. Et si vous demandez à Dominique Maillard, je pense qu'il vous dira, je préfère des moyens de production de pointe parce que je les vois, les centrales, elles existent, et je suis sûr de pouvoir qu'elles seront disponibles lorsque j'en aurai besoin. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'effacement, ou il y en a très peu. Ou vous dites, nous, on veut de l'effacement, mais dans ce cas-là, on ne finance pas des moyens de capacité. Et encore une fois, les deux possibilités sont logiques. L'effacement, c'est plus... Les économistes, on préfère ça parce que c'est plus... Ça fait appel à l'intelligence collective, on sent bien que c'est plus économique, c'est moins cher de réduire la consommation que de construire une centrale. Mais il y a des problèmes parce que les effacements sont difficiles à anticiper, sont difficiles à mesurer. Je veux dire, ce n'est pas un problème simple. Le seul message, c'est qu'il faut choisir. Ou bien les centrales de pointe avec le mécanisme de capacité, ou bien les effacements. Et dans ce cas-là, on n'a plus de mécanisme de capacité et on fait des effacements. Donc ça, c'était la problématique des effacements. Alors ensuite, ERDF. Alors, je continue dans la foulée, puis vous me poserez des questions après. Alors, ERDF. Première chose le premier point important dans cette affaire-là, c'est que le réseau de distribution, c'est le lieu physique de la transition énergétique. Tout le monde est d'accord? Tous les trucs de la transition énergétique, ça se passait sur le réseau de distribution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 50 ans, il y aura des réseaux de distribution qui seront complètement différents d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la façon dont ils seront conçus, opérés, il y aura des smart grids partout, ça ne sera plus du tout les mêmes objets. Donc ça veut dire qu'entre maintenant et d'ici à 50 ans, il y aura des investissements colossaux à mettre en place et il y aura une façon nouvelle d'envisager le réseau. Ça, c'est un bon point. Le problème en France, c'est qu'on a une gouvernance qui date en gros du 19e siècle, qui est la gouvernance du Parti radical, avec des collectivités territoriales qui sont propriétaires des réseaux, et ERDF, qui est l'opérateur, qui est l'exploitant national, qui est régulé par la CRE. Donc cette gouvernance qui est bicéphale, si vous voulez, crée un ensemble de problèmes. Le premier problème que ça crée, c'est la dualité des investissements. C'est-à-dire que dans certains territoires, ERDF investit et les collectivités territoriales investissent. Il n'y a aucune garantie que les investissements soient coordonnés. Il n'y a aucune garantie qu'ils n'enlèvent pas les routes, qu'ils ne fassent pas des trous au même endroit deux fois l'un et l'autre. Donc, il n'y a aucune garantie. Donc déjà, il y a un problème d'inefficacité au niveau des investissements. Mais surtout, ce que ça crée, c'est que ça me fait 2000 feuilles. Dans mon tarif, moi, j'ai le millefeuille EDF, enfin ERDF, dont vous avez vu filement tout le bout. Puis j'ai le millefeuille autorités concédantes qui ont besoin d'avoir leur staff, leurs experts, parce que ça ne se fait pas tout seul de faire des décisions d'investissement. Donc il faut qu'il y ait des équipes, il faut qu'il y ait des gens. Et donc vous allez recevoir le président de la FNCCR. Donc moi, j'ai 2000 feuilles dans mon tarif de l'électricité. Donc un, c'est pas efficace. Et deux, ça me coûte cher. Et trois, on sent bien que tant qu'il y aura deux preneurs de décision,
ils ne vont pas se mettre d'accord ou ça va être très compliqué. Oui, parce qu'il y a les 2000 feuilles plus la coordination entre les 1000 feuilles quand même. D'accord? Parce qu'il faut quand même qu'ils se mettent des gens entre eux pour se parler. Donc, on se rend bien compte que pour accompagner la transformation dont on a besoin, cette gouvernance-là ne va pas nous aider. C'est-à-dire que ça ne va pas le faire. Donc, ce qu'il faut faire, et là, c'est un problème qui est compliqué, je le reconnais volontiers, et là, c'est là où on a besoin du Parlement, c'est d'organiser de façon à ce qu'il y ait un principe simple, c'est qu'il y a un territoire, un réseau par territoire, donc ça, c'est les contraintes physiques, mais surtout, qu'il y ait sur chaque territoire un décideur, qui soit celui qui prend les décisions d'investissement et les décisions d'opération. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez dire c'est ERDF ad vitam aeternam, vous pouvez dire on va séparer les villes des campagnes. Ça, il y a plusieurs modèles de résolution, mais encore une fois, j'insiste, tant qu'on n'aura pas résolu la gouvernance des réseaux de distribution, on sera incapable de mettre en œuvre la profonde transformation dont on a besoin. Ou si on la met en œuvre, ça nous coûtera 1,5 fois le prix, parce qu'il faudra passer ce temps à se chamailler, à se disputer et à se coordonner. Donc, ça, c'est le problème de la gouvernance de RDF. Alors ensuite, vous avez parlé du TURP. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu des provisions pour renouvellement ou est-ce que vous voulez qu'on laisse plus tard pour les questions? Maintenant? Alors, le TURP. Alors le tarif, normalement, dans le tarif réglementé, ça doit couvrir les coûts. Et donc les coûts pour un opérateur de réseau, il y a à la fois les charges d'exploitation, hein, les charges d'exploitation, il y a aussi les charges de capital. Les charges de capital, on distingue la dépréciation de l'investissement. Donc vous avez investi dans un réseau, donc c'est normal que pendant la durée de vie de l'ouvrage, vous récupérez votre investissement. Donc ça, c'est en général la dépréciation ou l'amortissement. Et puis la rémunération du capital. C'est-à-dire vous avez investi, on peut dire que vous êtes allé à la banque pour emprunter de l'argent ou vous n'êtes pas distribué de l'argent, donc c'est normal que cet argent-là reçoive une rémunération. Alors comment on fait pour calculer le tarif? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle les tarifs comptables. Donc vous allez chercher les charges d'exploitation dans les états financiers, vous allez chercher la dépréciation dans les états financiers, donc ça c'est des lignes dans les comptes de l'entreprise. Et pour la rémunération, vous allez la chercher dans les états financiers. Vous dites, on va se demander combien de dividendes ont été payés, combien d'intérêts ont été payés, et donc ça c'est la régulation comptable d'une entreprise. Alors c'est ce qu'on faisait jusqu'au début des années 70, à partir des années 80 on a arrêté, parce que ça crée des incitations perverses. C'est là où on revient un peu sur les travaux de Jean Tirole, c'est-à-dire que les entreprises avaient un peu tendance à surdistribuer les dividendes de façon à augmenter leur rémunération. Donc ça c'était pervers, on a dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, et on est passé à la régulation économique. Donc la régulation économique, c'est au lieu de regarder comptablement quels sont les dividendes versés et quels sont les intérêts payés, on va regarder ce qu'on appelle quelque chose de normatif. C'est-à-dire on dit, vous avez des actifs à gauche dans votre bilan, ces actifs ils ont été financés et les investisseurs ont droit à une rémunération, et on va calculer la rémunération théorique à laquelle ont droit vos investisseurs en prenant en compte un bilan cible. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la structure de capital moyenne d'un opérateur de réseau, on dit 60% de dette, 40% de fonds propres, on met ça dans des modèles financiers, et on dit, cette structure de capital vous donne un taux de rémunération donné, en l'occurrence 7,25 en France, et vous avez droit à cette rémunération sur l'ensemble de vos actifs investis. Donc encore une fois, le but du jeu, c'est d'éviter les manipulations et de prendre une approche un peu plus générale en disant, vous avez une base d'actifs régulée, on regarde la rémunération à laquelle vous auriez droit. Alors ça marche partout sauf en France. Alors pourquoi ça ne marche pas en France? Parce que quand on a fait ça dans TURPE 2, TURPE 3, le Conseil d'État, fin 2012, a dit, c'est intéressant votre histoire, mais moi quand je regarde le bilan de RDF, vous me dites 60 de fonds de dette, 40 de fonds propres, quand je compare ça au bilan de RDF, en fait, le bilan de RDF, en gros, il y avait 5 milliards de fonds propres ou 4 milliards de fonds propres et 41 milliards de passifs de concession. Donc le Conseil d'État dit, attendez, 5 milliards de fonds propres, 4 milliards de fonds propres, pardon, 41 milliards de passifs de concession, ça ne ressemble pas aux 40% de fonds propres, 60% de dette dont vous m'avez parlé dans votre formule normative. Donc ce n'est pas possible, donc ça ne marche pas. Et en ça, je suis une des rares personnes à penser que le Conseil d'État a été absolument fondé en disant ça ne marche pas. La règle générale, le cas général ne fonctionne pas. Donc la bonne question qu'il faut se poser quand on revient au principe, c'est quel a été l'investissement effectivement réalisé par ERDF dans les réseaux? Et donc par l'EPIC EDF historiquement, puis par ERDF dans les réseaux. Et une fois qu'on aura déterminé ça, après on pourra appliquer des principes généraux. Et d'ailleurs, je crois que le projet de loi, il y a un article du projet de loi qui permet à la CRE
une fois qu'on a déterminé le montant qui devait être rémunéré, d'appliquer une rémunération, une régulation économique à ce montant qui a effectivement été investi par EDF puis par ERDF. Et donc la question, c'est plus une question de comptabilité, même d'archéologie comptable, qui est de voir combien EDF et ERDF ont historiquement investi dans les réseaux. Et là, la problématique, si on veut être très précis et rentrer dans les détails de la compta, c'est de dire qu'il y a des provisions, pour renouvellement et des amortissements pour les comptes des concédants qui ont été réalisés, c'est à peu près 20 milliards dans le bilan de ERDF. Est-ce que ces provisions ont été couvertes par le tarif? Auquel cas, ce n'est pas ERDF qui les a financées, et donc ERDF n'a pas à être rémunéré pour ça. Est-ce que ces provisions ont été financées par ERDF, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas couvertes par le tarif? Donc là, il faut remonter jusqu'aux années 50 pour voir si le tarif de l'EDF dans les années 50 couvrait bien les provisions. Et si les provisions n'ont pas été couvertes par le tarif, c'est effectivement EDF qui a investi, et donc c'est tout à fait légitime qu'EDF obtienne une rémunération sur cet investissement. Donc ça, c'est pas du tout un problème théorique, il n'y a pas besoin d'aller chercher Tyrol pour ça. Ça, c'est des trucs, c'est juste de la comptabilité, c'est de voir historiquement si le tarif a couvert ou pas les investissements. Donc ça, c'est pour ERDF. Vous aviez une dernière question sur les ENR, vous voulez qu'on la prenne maintenant ou vous voulez me poser des questions avant? On fait tout? Oui, oui. Allez, les ENR. On vous laisse la parole. On me laisse dérouler, d'accord. Alors les ENR, il y a plusieurs points sur les ENR. Le premier point, c'est que c'est évidemment très important. Il y a le rapport du GIEC qui est sorti, enfin vous connaissez ce sujet mieux que moi, vous avez voté une loi de transition énergétique. Donc évidemment, on se rend bien compte qu'en 2100, la part des ENR aura bien augmenté dans le parc de production. Le deuxième point sur les ENR, c'est que les mécanismes de support aux ENR qu'on a mis en place au début ont créé en fait un effet d'aubaine. Et on l'a vu en France, mais aussi on l'a vu beaucoup en Italie, en Espagne, en Allemagne, où les pouvoirs publics ne se sont pas rendus compte de l'effet d'aubaine qu'ils créaient. Et donc on a eu une arrivée des ENR très rapide, qui a permis des rendements très importants aux investisseurs et qui a dépassé un peu les attentes des pouvoirs publics. Donc on a eu cette bulle ENR qui est tout à fait justifiée, c'est-à-dire que quand il y a de l'argent à gagner, c'est tout à fait normal que les investisseurs aillent en profiter. Mais je pense que les pouvoirs publics ont été un peu pris de court par la rapidité avec laquelle les ENR ont pris. Et donc ça fait qu'on a des subventions, des montants de subventions aux ENR qui sont très importants. Je crois que dans les auditions précédentes, on vous a parlé de l'augmentation de la CSPE en France. On vous a parlé aussi des subventions aux ENR dans les pays en Allemagne. Je pense, je ne me sens pas avoir eu dans les comptes rendus qu'on vous parlait de l'Espagne et l'Italie, mais il y a aussi des problèmes importants. Donc le vrai risque auquel on fait face aujourd'hui, c'est un risque de rejet par la population qui dit « mais attendez, ça nous coûte très très cher, vous avez mal organisé votre affaire, donc ça nous coûte trop cher, il faut arrêter, on est allé trop vite et trop loin ». Et ça, c'est un vrai risque. Et c'est d'autant plus dommageable que quand on se place sur le long terme, on se rend bien compte qu'on aura besoin d'ENR. Si on veut décarboniser le mix de production, il n'y a pas 36 solutions, il faut la mettre des ENR. Et donc, ou du nucléaire, des ENR ou du nucléaire. Il y aura les deux dans le mix. Il faut des énergies décarbonées. Mais du nucléaire, on en a. Donc, les ENR, il va falloir leur faire de la place. Mais si on va trop vite et si ça coûte trop cher, la population ne va pas être prête à accepter le prix. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il y a un ensemble je pense qu'il y a deux sujets importants. Le premier sujet, c'est de séparer les ENR dans lesquels la subvention est encore nécessaire de celles dans lesquelles elle est plus nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Alors, c'est peut-être un peu... Il faut le faire au cas par cas, mais donc ça veut dire qu'il faut avoir une approche beaucoup plus structurée et beaucoup plus fine des subventions. Dans le sud de la France, les panneaux photovoltaïques maintenant sont tout à fait compétitifs par rapport aux autres formes d'énergie. Donc, ils n'ont plus besoin de subventions. Donc, c'est-à-dire que si les gens mettent des panneaux chez eux, ils n'ont plus besoin d'être subventionnés, puisque, encore une fois, c'est dans le sud, etc., puisque les mégawattheures produits sont moins chers que les mégawattheures qu'ils pourraient acheter ailleurs. Donc là, il y a quelque chose sur... Il faut arrêter de subventionner, là, il n'y a plus besoin d'être subventionné. Le deuxième point, c'est là où on doit continuer à subventionner, il faut comprendre l'amplitude de la subvention. Et il faut comprendre ce qu'est la subvention des ENR. Alors ça, c'est un point un peu technique qu'on a développé avec un collègue à Imperial College. Mais c'est important de comprendre que la subvention, c'est la différence entre le coût de l'ENR et le prix de marché des mégawattheures produits par l'ENR. C'est-à-dire que si ça me coûte 100 à fabriquer, mais que le prix de marché des mégawattheures que je vous vends, c'est 50, la subvention, c'est 50.
Le deuxième point qu'il faut comprendre, et qui n'est pas complètement évident, c'est que plus vous avez d'ENR, plus basse est la valeur des mégawattheures produits par ces ENR. Alors, prenons par exemple un exemple. Si je mets une seule éolienne, l'éolienne, elle va tourner à certaines heures, elle va vendre ses mégawattheures, elle va avoir une valeur de marché pour les mégawattheures qu'elle produit. Si maintenant je mets 1000 éoliennes côte à côte, je ne change rien, mais j'en mets 1000 côte à côte. Ben, comme il y aura 1000 éoliennes, elles vont produire 1000 fois plus d'énergie, donc aux heures elles vont produire, le prix va baisser. Puisqu'il y en a 1000, la demande est la même, l'offre augmente, donc le prix des mégawattheures va baisser. Donc la millième éolienne, sa subvention, elle devra prendre en compte la baisse des coûts, puisque la millième éolienne elle doit coûter moins cher que la première, mais aussi la baisse de la valeur des mégawattheures. Et ça, ce n'est pas garanti que la baisse des coûts compense la baisse de la valeur des mégawattheures. Ça, c'est une question empirique. Donc le premier point, c'est contrairement à ce qu'on pense, les subventions, il n'y a pas de garantie que les subventions s'arrêtent. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer où la baisse des mégawattheures est plus rapide, la baisse du prix des mégawattheures est plus rapide que la baisse des coûts, et donc vous continuez à subventionner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut être clair. Deuxième point qui est important, ce qui se relie au premier, c'est que à partir du moment où vous avez 1000 éoliennes, la valeur de marché des mégawattheures de la première éolienne, elle a baissé. Donc la subvention à la première éolienne, elle doit augmenter. Donc, quand vous créez une subvention pour les ENR, quand vous ajoutez une unité marginale d'éolienne, vous créez une subvention supplémentaire, mais aussi vous augmentez la subvention pour toutes les autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que vous, la puissance publique, il faut que vous ayez en tête ces effets-là pour décider la vitesse à laquelle vous faites une transition et pour décider le budget que vous allouez à la transition. Donc ça, c'est le deuxième point sur les ENR. Et le troisième point, c'est un point d'intégration des ENR au réseau. Alors ça, le président Boiteux en a parlé hier avec son histoire de sérum physiologique. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'effectivement, les renouvelables vont profondément, et pour de bonnes raisons, transformer la façon dont on gère les réseaux de distribution d'électricité. Donc ça veut dire que simplement, dans 50 ans, un réseau de distribution d'électricité sera géré au niveau local, en particulier s'il y a beaucoup de renouvelables sur cette partie du réseau, et non plus au niveau national. Aujourd'hui, c'est RTE qui équilibre l'ensemble du réseau français. Demain, à Nice, par exemple, ou à Montpellier, ou dans les Landes, j'en sais rien, ça sera le réseau de distribution locale qui utilisera des instruments locaux pour équilibrer son réseau. Ce n'est pas une catastrophe, on ne va pas mettre la France dans le noir, les vaches ne vont pas arrêter de produire du lait. Simplement, il faudra mettre en œuvre de nouvelles technologies plus fines de gestion du réseau. Donc ça résume un peu la perspective d'un économiste sur les ENR. J'espère que ça répond à vos questions.